Quand je vais voir un éleveur, en fait, je veux voir ses problématiques et ses objectifs à lui. Et en fonction de ça, on va tisser en fait un cahier des charges de travail en fait pour en général une année. Et le grand fil conducteur depuis le départ, ça a été de donner de l'autonomie aux éleveurs. En fait, ce que je me suis aperçu, c'est qu'on avait beaucoup d'élevages qui étaient devenus très dépendants de leur marchand d'aliments. Donc nous, l'idée, c'est déjà de faire prendre conscience à l'éleveur de ça, c'est-à-dire de lui faire prendre conscience qu'en fait, il est dans un environnement dans lequel un certain nombre de ses fournisseurs en fait, ont des intérêts qui sont différents des siens. Et moi, en fait, mon fer de lance, ça a été de faire complètement le contraire, c'est-à-dire de dire on va ensemble apprendre à refaire à manger à la maison, quoi, à planter dans les champs, qui pourrait permettre de travailler avec vos produits de la ferme. Donc ça veut dire qu'effectivement, ils ont des annuités sur un beau bâtiment avec des ventilations, des robots de traite, des logettes super confortables au sens où on peut l'entendre, etc., etc., etc. Donc là, je ne peux pas leur dire on va passer à 25 litres, on va acheter beaucoup moins et tu vas voir, on va gagner de l'argent. Parce qu'en fait, ce serait faux. Est-ce que si on revenait à des fondamentaux de ruminants, c'est quand même d'être nourri avec de l'herbe, là j'ai rien inventé, est-ce que si on travaillait avec des fourrages beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus type herbe au départ, on n'arriverait pas à la fois à acheter moins, en même temps à ce que tes animaux soient en bonne, voire meilleure santé, et au bout du bout, en fait, ils précèdent des argent. Bonjour Yann, Laurent. merci de nous accueillir chez toi parce que pour une fois on est en podcast délocalisé. À domicile, ouais. Voilà, on a traversé la France, non quand même pas, mais Ah, un peu de moitié. un peu, ouais. Donc on est ici chez toi dans ton gîte. D'ailleurs, je commence par une petite pub pour ceux qui seraient dans l'Indre ou qui voudraient venir dans l'Indre vers Châteauroux. Oui, c'est ça. N'hésitez pas à louer ce magnifique gîte. On vous recevra avec plaisir. Voilà. Donc aujourd'hui, tu nous accueilles pour ce premier podcast. On a décidé, AgriLearn, on a démarré en 2016. On a décidé il n'y a pas longtemps de mettre un peu en avant les experts et les formateurs avec qui on travaillait. Et en fait, il faut dire que tu as été, quand on a démarré, en fait, on allait un peu à la pêche aux experts parce qu'on n'était pas connus, on n'avait rien prouvé. Et il fallait convaincre. Et tu as été un des premiers à nous contacter. Oui. Enfin voilà, sans qu'on te démarche, parce que tu avais certainement déjà perçu qu'il y avait un intérêt, ton côté geek peut-être, à faire de la formation à distance. C'est ça, c'est ça. Et puis je cherchais une manière d'ouvrir en fait à des éleveurs, par exemple, qui étaient loin de chez moi, qui m'appelaient des fois au téléphone et où je ne pouvais pas aller en déplacement. Et effectivement, je me suis dit à un moment donné, effectivement, si on met ça sur leur ordinateur et qu'ils peuvent se former, ça permet de diffuser en fait à des éleveurs qu'on n'aurait pas forcément touchés, ou des petites productions aussi que moi j'aurais pas forcément fait en suivi de tous les jours. Et en fait, ça m'a permis vraiment d'ouvrir en fait mon horizon en termes d'éleveurs. Voilà, maintenant j'ai des gens qui pâturent en chèvre de la forêt, j'avais pas. J'ai des gens qui sont à l'autre bout du Massif central que je ne serais pas allé voir. Enfin voilà, j'ai trouvé ça génial. Bon, bah écoute, tant mieux. Donc on a commencé à bosser, je crois, autour de 2018, il me semble. Ouais. Voilà, donc ça fait maintenant quelques années. Donc je suis vraiment content pour ce premier podcast de t'avoir. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais déjà te présenter ton parcours et puis nous dire aujourd'hui comment tu accompagnes les éleveurs? Alors, on va commencer par les fondamentaux. 46 ans, berrichon, note de naissance, marié, 2 enfants, nutritionniste à mon compte depuis 2007, mais avant, en fait, moi j'ai commencé vraiment dans ce qu'on appellerait aujourd'hui un peu l'agro-industrie, c'est-à-dire j'ai commencé vendeur de granulés industriels. Ça a été mon premier métier, c'est là que j'ai appris à faire des rations finalement, en sortant de l'école après avoir fait 2 BTS. Et en fait, je suis tombé un peu par hasard, en fait, parce que quand on sort de l'école, on cherche un emploi. Et en fait, j'ai commencé comme ça parce que ça s'est présenté. J'ai fait ça quelques années sur un réseau de négociants agricoles. Donc j'aimais bien ce côté humain, de petites structures familiales en relation avec les éleveurs. Donc ça, c'est vraiment la partie à laquelle j'adhérais. Avec le temps, j'ai nettement moins adhéré à la vente de granulés. On sortait des années vaches folles. Donc moi, j'ai connu vraiment les années après la vache folle, où vraiment on s'est rendu compte aussi que c'était important quand même de surveiller les étiquettes de ce qu'on mangeait, ce qu'on donnait à manger à nos animaux. Et globalement, on les surveille peut-être même mieux aujourd'hui que ce qu'on mange nous, mais c'est un autre débat. Et donc, je suis sorti de ce métier-là au bout de quelques années parce que, en fait, voilà, on me demandait vraiment de la marge, on me demandait de passer des aliments, donc je n'étais pas forcément d'accord avec le contenu de ce que je vendais. Et donc j'ai cherché un deuxième métier, donc je suis allé bosser en fait dans le monde de la nutrition, de la ration mélangée, donc des vendeurs de remorques mélangeuses,
moi, je donne toujours l'exemple d'un gros Thermomix pour illustrer ça. Ouais. Et donc là, c'était une boîte irlandaise, le côté déjà beaucoup à l'herbe. Donc c'est ça, moi, qui m'a beaucoup plu, ce côté anglo-saxon, avec plus d'herbe que moi j'avais vu en France, entre autres sur le Poitou-Charentes. Et j'ai bossé là-dedans pendant presque 3 ans. Et au bout de 3 ans, j'ai pris mon envol et j'ai créé ma boîte de conseil, donc en 2007. Et depuis 2007, en fait, j'accompagne des éleveurs au quotidien, on va dire, dans une grande région centre-ouest, tout ruminant. Ça a toujours été le point vraiment sur lequel moi je me différencie aussi, c'est que j'aime tous les ruminants, les bovins laits, les bovins viande, les chèvres, les moutons, tout ce qui rumine, ça me va. Et donc je fais ça depuis 2007 à mon compte et je vends de la prestation et uniquement de la prestation. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout maqué avec un marchand d'aliments, avec une vente de matériel. Quand je vais voir un éleveur, en fait, je veux voir ses problématiques et ses objectifs à lui. Et en fonction de ça, on va tisser en fait un cahier des charges de travail en fait, pour en général une année, dans lequel on va à la fois inclure de la solution court terme, mais aussi une vision plus moyen long terme, qui est plus là, le côté entreprise, et de se dire en fait où est-ce que je veux aller après là, parce que demain matin c'est ça, mais où je veux aller après. Et le grand fil conducteur depuis le départ, ça a été de donner de l'autonomie aux éleveurs. En fait, ce que je me suis aperçu, c'est qu'on avait beaucoup d'élevages qui étaient devenus très dépendants de leurs marchands d'aliments, par exemple, parce que c'était la simplicité et que c'était eux qui emmenaient un peu la technique. Et moi, en fait, mon fer de lance, ça a été de faire complètement le contraire, c'est-à-dire de dire on va ensemble apprendre à refaire à manger à la maison, quoi, à planter dans les champs, ce qui pourrait permettre de travailler avec vos produits de la ferme. Ouais, alors, en 2007, tu as démarré, c'était quand même innovant parce que vendre du conseil à des éleveurs en 2007, c'était un pari. C'était un pari. C'était un pari. Quand on est allé voir les banquiers à l'époque pour présenter le projet, c'était un vrai pari. On l'a senti très très vite. Alors il n'y avait pas une énorme prise de risque dans le sens où, en fait, l'avantage de vendre entre guillemets de la matière grise, c'est qu'on n'a pas des gros investissements, contrairement à un éleveur par exemple qui se lance dans une production. Donc moi, la prise de risque, je la voyais pas énorme. Et puis surtout, j'étais vraiment convaincu parce que j'avais déjà quand même tâté le terrain avec des éleveurs que j'avais eu dans mes métiers précédents. Et j'avais senti qu'on avait quand même toute une partie des éleveurs qui n'étaient pas très heureux en fait dans ce côté semi-intégré, quoi. Et donc, j'avais, sur ceux avec lesquels j'étais à l'aise, j'avais un peu tâté le terrain. J'ai dit, mais demain, si je te vendais que ça, est-ce que tu serais capable de payer pour que le conseil? Donc, ça n'existait pas en France. Il y avait les structures, on va dire, publiques, contrôle laitier, des choses comme ça. Mais en termes de privé, il y avait eu un Nutri qui avait travaillé à l'époque en Bretagne. C'était le seul exemple que j'avais pu trouver. Donc, l'avantage, c'est que par contre, je n'ai pas été du tout orienté par les autres d'avant. L'histoire s'est écrite vraiment comme je pensais que c'était ce qui me plaisait et ce qui allait marcher, quoi. Et ça a marché pas trop mal. Donc voilà, encore là aujourd'hui, ça s'est bien développé. Bon, super. Aujourd'hui, tu accompagnes combien d'éleveurs à peu près par an? Alors en suivi annuel, donc vraiment des gens que je vais voir régulièrement, on va être sur à peu près 80, 75 à 80. Donc c'est ce qui... En fait, moi, une fois que mon agenda est vendu, il est vendu. Donc je ne peux pas aller au-delà de ça. Là, je suis déjà bien. Oui. Et puis, du coup, après, maintenant, j'ai quelques collègues avec lesquels je travaille et même une petite structure là où on a mis une salariée parce qu'il y avait de la demande forte. Il y a de la demande pour beaucoup plus que ce qu'on est aujourd'hui dans mon métier. Mais ça se développe au fur et à mesure. Bon, super. Alors, avant qu'on rentre plus dans la technique, est-ce que déjà tu pourrais nous définir, toi, je sais que l'autonomie, c'est un mot qui t'est cher par rapport à ton idée d'accompagnement des éleveurs. Est-ce que tu pourrais nous définir pour toi ce que c'est qu'un éleveur qui est autonome? Alors, vaste sujet. Ou qui vise l'autonomie. Qui vise l'autonomie. Alors en fait, ce qu'on va essayer de... Donc ça va être très individuel, mais il y a des grandes lignes communes à toutes. En fait, c'est de partir du besoin de ton animal, parce que tu ne peux pas être contre ça. Donc tu commences par le besoin de ton animal. Alors, on prend l'exemple d'une vache laitière. En fait, on sait ce que la vache laitière elle a besoin en termes de quantité de matière dans une année, de qualité en protéines, on va dire en énergie, en minéraux, etc. Et en fait, on a des systèmes qui se sont développés, entre autres là, dans toute ma région à moi, par exemple beaucoup sur l'ensilage de maïs, parce que c'était facile, c'était productif, et parce que ça bénéficie aussi à beaucoup de monde derrière, parce que si on vendait des doses de maïs, on allait vendre du tourteau de soja, etc. Oui. Donc nous, l'idée, c'est déjà de faire prendre conscience à l'éleveur de ça, c'est-à-dire de lui faire prendre conscience qu'en fait, il est dans un environnement dans lequel un certain nombre de ses fournisseurs, qui ne sont pas des méchants, mais qui sont des gens qui fournissent et qui fonctionnent de ça, en fait, ont des intérêts qui sont différents des siens. Donc déjà, il y a un premier truc, c'est que l'éleveur, il voit le système tel qu'il est. Encore une fois, je ne suis pas du tout un complotiste. L'idée, c'est de dire, regarde dans quoi tu fonctionnes, et les gens autour de toi, dans ton environnement, en fait, quel intérêt ils ont à ce que tu fonctionnes comme ça. Une fois qu'on a fait cet état des lieux-là, en fait, on met des euros en face, c'est-à-dire on va regarder quel est l'impact aujourd'hui, par exemple, d'être essentiellement sur une base d'ensilage de maïs dans ta ration. En fait, ça va peut-être chez toi générer 30 000 euros d'achat de tourteaux. Est-ce qu'on ne serait pas capable de faire autrement et au lieu de travailler sur un produit
dans l'exemple du maïs qui est facile à comprendre, c'est un produit qui fait essentiellement de l'énergie. Est-ce que si on revenait à des fondamentaux de ruminants, qui étaient quand même d'être nourris avec de l'herbe, là j'ai rien inventé, est-ce que si on travaillait avec des fourrages beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus type herbe au départ, on n'arriverait pas à la fois à acheter moins, en même temps à ce que tes animaux soient en bonne, voire meilleure santé, et au bout du bout, en fait, il te resterait plus d'argent. Donc ça, c'est vraiment le fil conducteur, et c'est un fil conducteur, en fait, qui, une fois qu'il est démarré chez un éleveur, en fait, se fait la démonstration par lui-même, en fait, économiquement et techniquement, que ça fonctionne. Donc tu as besoin de le montrer une fois à ton éleveur, parce que peut-être qu'il est un peu loin de ça, et qu'il avait pris des solutions un peu plus faciles, des fois. Mais une fois qu'il a démarré, qu'il a mis les pieds dedans, en fait, tout seul, il n'a qu'une envie, c'est de continuer à tendre vers l'autonomie, on va dire, presque complète, ou complète pour certains. Ok. Donc c'est déjà prendre conscience en fait de l'environnement dans lequel il Ouais, baigne, c'est ça. qui paraît l'environnement unique, seul et voilà. Et pro-éleveur, l'éleveur a souvent l'impression que les gens travaillent pour lui. Ouais, c'est ça. En fait, moi je leur dis toujours, les gens qui viennent te voir en termes de fournisseurs, c'est pas des mauvais garçons ou des gens malhonnêtes. Chacun a son métier. C'est des gens qui sont là pour nourrir leur patron. Ouais, oui, et donc, si on était à leur place, on ferait pareil. On te vendrait ça aussi. L'idée, c'est est-ce que par contre, on est vraiment obligé de fonctionner avec tel ou tel aliment? Est-ce qu'on ne peut pas, nous, dans tes surfaces de culture, se passer de ça, puis de ça, puis de ça? Et en fait, on s'aperçoit que c'est un peu comme un puzzle, c'est une grande recette de cuisine, finalement, mais qui n'est pas si compliquée. Et que globalement, tous les gens qui tendent vers revenir à des systèmes herbagés, alors récoltés, pâturés, il y a plein de manières, on a vraiment plein de solutions. En fait, on s'aperçoit qu'on arrive à tenir des productions, ça c'était souvent le truc un peu sur lequel les éleveurs tiquaient un peu, et à amener de la rentabilité sur la ferme. Et une fois que ça s'est démarré, l'éleveur, il n'est pas bête, il sait lire un bilan comptable, et s'il voit que son bilan comptable s'améliore, en fait, il va continuer à vouloir progresser. Et est-ce qu'il n'y a pas, moi je me dis, justement, un amalgame ou une confusion entre la notion de productivité, c'est-à-dire par exemple pour une vache laitière, son niveau de production, elle fait tant de litres de lait, 10 000, 11 000, 12 000 litres de lait par équation, et puis la marge aux 1000 litres. Parce que finalement, est-ce que viser l'autonomie, ça sous-tend systématiquement en fait, de perdre en productivité ou pas? Mais dans ce que j'entends, le but, c'est quand même d'améliorer de toute façon la marge. Oui. Mais est-ce que ça a un impact aussi sur la productivité? Pas forcément. Est-ce qu'on peut garder la même... Est-ce que ça s'oppose ou est-ce que ça... Alors c'est là où il y a eu un gros travail de fond à faire. Parce qu'effectivement, si je reprends moi mes débuts, 2007-2008, les éleveurs pensaient systématiquement que si on diminuait les achats, si on venait vers plus d'autonomie, on allait perdre de la productivité. Or, à tort ou à raison, ils pensaient qu'effectivement, si on baissait fortement la productivité, la perte de chiffre d'affaires allait être pire que ce qu'on allait gagner en réduction. Donc en fait, ça c'est un truc sur lequel on a beaucoup travaillé. Et justement, si on part de l'animal et de son besoin, en fait, on ne va pas se tromper. Encore une fois, le maïs en silage, c'est une solution de facilité. Donc il y a des gens qui ont surfé sur ce truc-là. Oui, si je mets 40 kg d'ensilage de maïs, 4 ou 5 kg de soja, je vais faire du lait. Ok, mais il y a d'autres voies. Donc on va regarder avec l'éleveur à quel niveau il faut mettre le curseur. Et le curseur, il est très individuel, ça va dépendre de son taux d'endettement, ça va dépendre de qu'est-ce que j'ai dépensé pour aller chercher cette productivité-là. Donc moi, je vais avoir tous les cas de figure, je vais avoir des éleveurs, par exemple, qui ont dépensé énormément d'argent, et je ne juge pas ça, c'est une entreprise, il faut qu'ils l'amènent comme ça leur plaît, pour aller à 40 litres de lait, donc 11 000, 12 000 litres de lait. Donc ça veut dire qu'effectivement, ils ont des annuités sur un beau bâtiment, avec des ventilations, des robots de traite, des logettes super confortables au sens où on peut l'entendre, etc., etc., etc. Donc là, je ne peux pas leur dire on va passer à 25 litres, on va acheter beaucoup moins et tu vas voir, on va gagner de l'argent. Parce qu'en fait, ce serait faux. Oui. Donc chez ceux-là, le curseur va peut-être pas être 100% d'autonomie absolue. On va peut-être aller dire on va enlever les 2/3 déjà de ton soja acheté. Et peut-être que le compromis idéal chez eux, ce ne sera pas de dire j'enlève 100% du tourteau acheté. Peut-être que le compromis chez eux, ça ne va pas être de dire on remet les bêtes à pâturer dans un premier temps. Ça va peut-être être de dire on va diminuer ton assolement de maïs, on va remettre en place de la légumineuse, luzerne, trèfle, des choses comme ça. On va venir faire des ensilages d'herbe de meilleure qualité parce qu'on les fait à la bonne date, parce qu'on est focus sur l'herbe autant que sur le maïs au moins. Et en fait, on va s'apercevoir que si ces gens-là améliorent leur technicité, et c'est là le deuxième pan pour moi de l'autonomie, c'est qu'il y a toute une partie formation. Parce que, en fait, les systèmes étaient assez faciles à emmener parce que un peu simplistes, avec encore une fois de l'ensilage de maïs, du tourteau. Si je veux qu'ils viennent sur de l'autonomie,
C'est pas simplement en écrivant on va faire ça, il faut qu'ils apprennent. Donc en fait, il y a tout un processus de réapprentissage technique qu'ils n'ont pas forcément fait à l'école. Apprendre à faire de l'ensilage d'herbe à 18 de protéines, malheureusement, ils n'ont pas appris à l'école. Donc en fait, la formation est un pan entier de la prise d'autonomie d'un éleveur. Ouais. Moi, je veux que mes éleveurs, quand je travaille avec eux, soient de meilleur en meilleur, d'année en année. Ce qui pourrait faire même qu'ils se passent de moi à un moment donné, ce qui ne me pose aucun souci. Pour moi, un éleveur extrêmement autonome, s'il ne m'appelle plus qu'une fois par an parce qu'il est très bon techniquement, qu'il a mis en place un système hyper autonome et qu'en fait ça lui va, ben en fait je considère que j'ai fait mon boulot. Ouais. Donc il y a vraiment tous ces points-là qui doivent progresser en même temps. Ça veut dire que pour les gens qui accompagnent les éleveurs ou les agriculteurs en règle générale, il faut aussi que dans leur tête, le schéma il change. Bien sûr. Puisque en fait, ils pourraient avoir peur de les perdre, justement. Je pense que c'est ce qui se passe pour une partie. Alors, typiquement, les fournisseurs prennent une peur bleue quand on change ces stratégies-là, parce qu'en fait, ils se disent, je ne vais plus rien vendre. Ah oui. Et en fait, quand on discute, par exemple, avec un petit négociant local, qui a encore ce côté un peu des fois familial et très à l'écoute de son éleveur, il va peut-être plus vendre de tourteaux. Ouais. Mais son éleveur va réussir à lui payer ce qu'il lui achète, Oui, parce déjà. qu'il gagne sa vie, ce qui est quand même pas idiot quand tu es fournisseur. 2, peut-être que ce gars-là va comprendre qu'à un moment donné, en se spécialisant un peu plus sur la légumineuse, sur l'herbe, et ben en fait, il va faire une différence par rapport aux très grands groupes qu'il a autour de lui, et qu'en fait, il va répondre à la demande de son éleveur tout en étant technique, et donc en continuant à s'éclater dans son métier. Et donc, en fait, ça dépend vraiment. Il y a des structures qui s'adaptent très très bien à ça, et d'autres, par contre, qui sont souvent des gros groupes un peu lourds, qui ont des stratégies un peu long terme, et qui ne veulent pas trop sortir de leur stratégie. Mais il y a des endroits où ça se passe même très très bien, y compris avec certains fournisseurs. Super. C'est pas forcément une porte fermée à la figure de tout le monde. En fait, c'est plutôt on change la manière de travailler avec l'éleveur, et les gens intelligents et qui ont envie de travailler avec lui longtemps, en fait, ils vont plutôt s'adapter à ça. Tu vois, je me souviens quand on a tourné les formations sur le calcul des rations. Oui. Tu vois, tu parles il faut rendre les éleveurs autonomes. Oui. Je me souviens qu'on avait discuté de ça, on s'était dit, moi je m'étais dit, a priori, bon, ça va intéresser les jeunes qui sont dans l'enseignement agricole, voilà, dans les lycées, dans les CFPPA, parce qu'il faut qu'ils apprennent, mais les éleveurs, ça ne va pas les intéresser. Or, aujourd'hui, toute la série de vidéos qu'on a tournées sur le calcul de ration, en fait, ça fonctionne très bien. Enfin, les éleveurs sont très intéressés par ça. Parce que, déjà, entre ce qu'on apprend à l'école et puis si on s'y remet 10 ou 15 ans après... C'est dur. C'est dur. Et puis parce que, en fait, ça a évolué aussi. Oui. Comme tu disais, on n'apprend pas à faire de l'herbe à 18 de protéines à l'école. Pas encore, pas assez. Encore. Et puis à l'époque, il y a 20 ans... pas du tout. Voilà, pas du tout. C'était pas dans les mœurs. Et donc aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire en quoi c'est important d'apprendre deux choses, à calculer les rations soi-même, même si on est accompagné, et à, du coup, ce qui pour moi va avec, à analyser ses fourrages. Ok. Les deux, effectivement, vont ensemble. Alors, pourquoi c'est intéressant d'apprendre à calculer ses rations mais moi, je l'applique, par exemple, également à mes clients. C'est-à-dire que je considère que moi, mes clients, on va mieux travailler ensemble s'ils comprennent pourquoi et comment on fait une ration que si c'est moi quand même ce savoir-là et que finalement ils le subissent. Alors, pourquoi en fait calculer une ration c'est essentiel? Parce que en fait finalement la nutrition d'un bovin ou d'une chèvre ou d'un mouton c'est de la cuisine de base. Et si tu comprends les leviers, par exemple le levier de l'énergie, le levier de la protéine, le levier de la fibre, de l'amidon, des trucs vraiment les fondamentaux, en fait tu vas comprendre toi beaucoup mieux pourquoi sur ta surface fourragère sur laquelle tu peux travailler, en fait, on va travailler tel ou tel fourrage ou tel concentré de maïs grain, plus que du blé, parce qu'en fait, quand tu vas le mettre dans la moulinette, tu vas vite te rendre compte de la limite du truc. C'est-à-dire que si, dans ton système fourrager, tu n'as fait que de l'ensilage de maïs, du blé, et puis du foin, quand tu vas toi-même te mettre devant l'ordinateur avec tes objectifs de travail, je veux faire 28 litres de lait et je veux arrêter d'acheter de l'aliment, en fait, tu vas t'apercevoir qu'avec les fourrages que tu as fait, en fait, non seulement tu n'y arrives pas, mais en plus, tu en arrives à la même conclusion d'achat que le vendeur d'aliments. Alors, il t'en aurait peut-être mis une petite lichette en plus, mais finalement, pas tant que ça. Et donc, que ton problème, c'est pas tant que le gars t'a forcé à acheter de l'aliment, c'est que ton système tel qu'il est aujourd'hui, avec les fourrages que tu fais, te force à acheter de l'aliment, ce qui n'est pas la même chose. Du moment où tu vas prendre ça en main, tu vas vite te rendre compte des évolutions dans ton système fourrager qui font que la ration est bien plus facile à calculer et à équilibrer avec tes objectifs. Et en fait, ça emmène
l'autonomie, toi, de manière beaucoup plus, alors c'est même pas pédagogique, mais beaucoup plus logique et beaucoup plus simple à comprendre pour un éleveur. Parce que lui-même, il a mis les mains dans le cambouis, il n'a pas délégué ce truc-là. En fait, quand il met les mains dans le cambouis, il comprend vite dans le moteur la pièce qui manque, quoi. Et ben en fait, c'est exactement ça. En fait, on les met les mains dans le moteur, il commence à vouloir le remonter, le moteur, et en fait, il manque des pièces. Et ben en fait, ils vont se dire, ah ouais, mais en fait, il faudrait que je cultive ce truc-là. Bah oui, si tu cultives ce truc-là, quand tu vas l'emboîter là dans ton puzzle ou dans ton moteur, bah, tu t'aperçois que le moteur va tourner. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que c'était vraiment la meilleure manière de finir de convaincre quelqu'un et de vraiment qu'ils comprennent dans quel chemin aller en termes d'autonomie. Donc, c'est quand tu as mis la main dedans, là, dans le calcul des rations, ce que tu es en train de nous dire, c'est que ça impacte la totalité de ton assolement, de tes rotations. En fait, si tu pars de ça et que tu écris l'histoire à partir du besoin de ton animal, il y a un moment où en fait, ton système fourrager, tu vas l'écrire. À une virgule près, tu vas arriver à telle surface sur telle. Voilà, il te faut tant d'herbe, il te faut tant de maïs grain, il te faut tant de, je sais pas, sorgho, métail, ce que tu veux. Parce qu'en fait, alors il y a plusieurs possibilités pour arriver au même objectif, mais il y a des choses qui deviennent très très évidentes. Donc ça, pour moi, c'est vraiment pour ça que je souhaite que les éleveurs vraiment reprennent ça en main, et les miens y compris. Et il y a un dernier truc, c'est qu'en plus, bêtement, mais si tu deviens très très autonome, tu intéresses beaucoup moins les fournisseurs, et du coup, tu n'as plus personne qui te fait de ration. Donc moi, je me heurtais en fait aussi à ça, des éleveurs qui, des fois, je suis sûr, achetaient encore un peu d'aliments pour que quelqu'un leur fasse la recette à la fin. Et donc tu te dis, c'est quand même vraiment dommage d'avoir quelqu'un qui aurait la capacité d'être très autonome et qui, pour aller chercher le savoir-faire technique, finalement, va rentrer un aliment ou un fournisseur qui n'aurait pas forcément eu besoin. Et donc, si on veut aller au bout du bout, encore une fois, pour être très autonome, il y a une partie qui est de la technique et de l'apprentissage. Et donc, l'outil rationneur, le fait d'apprendre à faire les rations, il fait vraiment partie de l'équation, quoi. Et donc, pour revenir sur la deuxième partie de ta question, tu ne peux pas faire ça si tu n'analyses pas tes fourrages. C'est-à-dire que, encore une fois, la meilleure manière d'expliquer à un éleveur qu'il faut des analyses de fourrage, c'est tiens, je te donne un ordinateur et on va faire ensemble ta ration. Vas-y, mets-toi à calculer. Tu utilises les tables de l'INRA, évidemment, ça existe toujours. Par défaut, c'est ce qu'on va prendre. Voilà, mais tu veux dire qu'il y a une grosse variabilité qui fait qu'on ne va pas être très précis. Bien sûr. En fait, la table INRA, première chose, ça a été publiée en 1978. La publication du livre rouge, là, qu'on a tous eu à l'école, 78. Publiée, donc élaborée dans les années d'avant. C'était sur des bovins ou des chèvres ou des moutons avec des niveaux, pour le coup, la productivité, parce que génétiquement inférieure, qui était complètement différent de ce qu'on a aujourd'hui. Donc c'est à la fois une bible, parce que si tu n'as rien par défaut, c'est pas si mal, mais en même temps, c'est très incomplet, et surtout si tu es sur des fourrages un peu nouveaux, entre guillemets, comme les ensilages de métail, les ensilages de sorgho, des choses comme ça, en fait, l'INRA avait très peu travaillé dessus. Alors du coup, comment l'éleveur y fait? Parce que c'est la même question quand il a moins de son fournisseur d'aliments, s'il lui en achète moins, il ne va pas lui faire toutes les analyses de ses fourrages comme il faisait avant. Alors, du coup, c'est quoi les solutions Alors ça, déjà, c'est un vrai défaut intellectuel pour moi. C'est-à-dire de demander à ton fournisseur d'analyser le produit, c'est-à-dire que tu le mets des deux côtés de la balance, quoi. C'est-à-dire tu lui dis, donne-moi la qualité du produit et du coup, ce que tu me vendrais pour compenser la qualité de ce produit-là. Déjà, pour moi, ça part mal. Déjà, une analyse de fourrage aujourd'hui, il y a un certain nombre de laboratoires indépendants. Moi, je suis équipé aussi, mais peu importe. C'est assez facile aujourd'hui de faire analyser un fourrage à un labo. Ça vaut, allez, on va dire, entre 35 et 50 euros. Donc, ça veut dire que si tu as 3 fourrages, tu vas dépenser, allez, 120, 150 euros par an. Et à ce prix-là, tu as l'intégralité des valeurs que tu peux mettre après dans ton rationneur et tu as l'indépendance du retour de... Voilà. Donc, de ce que tu reçois, c'est vraiment ce que tu as envoyé. Et donc, ça veut dire que tu vas faire tes principaux fourrages tous les ans. Il y a peut-être des fourrages que tu ne vas pas remettre tous les ans. Si tu mets 1 kg de foin à ta vache laitière et que c'est du foin de prêt, c'est pas dramatique si tu te trompes de 10%, toi. Par contre, sur tes fourrages majeurs, tu fais analyser. Et une fois que tu fais analyser, tu sais exactement comment, sur ton tableur, tu vas adapter. Et après, tu es à 100 grammes près, sur une vache laitière, à 100 grammes près, tu vas faire une ration aussi bonne qu'un nutritionniste. Après, c'est une sorte, c'est comme le vélo, en fait, celui qui va être entraîné, il va être aussi bien capable de faire une ration qu'un nutritionniste. Ok. J'aimerais maintenant aborder un autre sujet avec toi, parce que ça a un lien avec notre histoire d'autonomie, c'est le dérèglement climatique. Bon, on en parle, beaucoup en parlent, mais les agriculteurs, ils le vivent. Ça va devenir compliqué de le nier à un moment donné, quand on voit les années qu'on passe. Donc, on voit bien que l'année dernière, on a eu une année très humide, mais on a eu beaucoup d'années très sèches. On voit bien qu'il y a aujourd'hui le sujet aussi de la concurrence sur l'eau, qui est un sujet quasiment de société aujourd'hui, où on demande aux agriculteurs peut-être de moins arroser, et on sait que le maïs est très gourmand en eau. Alors, on a des régions où il n'y a pas besoin d'arroser parce que les sols sont plutôt
très humide, mais la plupart du temps, quand on a besoin d'arroser le maïs, dans les années sèches, ça va être compliqué. S'il y a un agriculteur, en fait, pour améliorer la résilience de son système, il veut diminuer sa part de maïs. Oui. C'est quoi les alternatives qu'il a comme culture de fourrage aujourd'hui? Parce que s'il fait moins de maïs, il va acheter moins de soja, mais concrètement, quelles sont les alternatives qu'il peut avoir? Alors là aussi, en fait, ça fait un moment quand même qu'on a ce truc de fond là qui nous dit quand même une petite musique qui arrive à convaincre de plus en plus de monde de se dire, enfin, on peut pas être dépendant, dépendant dans certaines zones d'une plante qui pousse principalement l'été et qui a besoin d'eau. Alors, ça, c'est une évidence mathématique, scientifique, ce qu'on veut, mais voilà. Et on commence à arriver à peu près tous à cette conclusion-là. Une fois qu'on a fait la conclusion, pourquoi on faisait du maïs? Encore une fois, c'est parce que c'est facile, en une fois par an, on ramasse beaucoup de volume, très énergétique et avec des valeurs en moyenne qui sont relativement stables. Quelles sont les autres pistes? Alors déjà, la première piste, c'est de se dire qu'il faudrait des plantes qui ne soient pas dépendantes de l'été en termes de productivité de fourrage, quoi. Donc en fait, on va éviter toutes les plantes vraiment d'été qu'on peut faire, mais qui sont plus dépareillées aujourd'hui dans certaines zones. Et donc, on va aller chercher des alternatives. Première alternative évidente, hein, c'est tout ce qu'on va appeler l'herbe, encore une fois. Donc, on va mettre là-dedans la prairie temporaire, multi-espèces, mono-espèces, peu importe. On va mettre là-dedans, entre guillemets, les légumineuses, hein, les trèfles, les luzernes, qui sont des espèces où, globalement, quand on va arriver à avril, mars, avril, selon les zones, on va être capable de faire une première récolte, voire 2 récoltes avant l'été pour beaucoup de ces productions-là. Et donc, on va garantir en fait un volume récolté avant la sécheresse. Donc déjà, c'est le premier élément pour moi fondamental, c'est de se dire, quand j'arrive au mois de juin, j'ai récolté l'essentiel de mes fourrages. Comme ça, je peux avoir une petite sécheresse dès le mois de juin dans certaines zones, mais enfin quand même, si j'ai déjà fait mes stocks quand arrive la saison sèche, et on voit bien qu'on a de plus en plus 2 saisons, plutôt pluvieux, pas mal, et puis après plutôt chaud et sec. Moi, la grande stratégie qu'on a mis en place, c'est ça. D'être moins dépendant du maïs, ou pas du tout, et d'avoir plutôt développé des cultures qu'on récolte au printemps. Ok, plutôt sous forme d'ensilage, du coup. Ensilage, enrubanage. Dans certaines zones, on a les systèmes de foin aussi, séchés en grange ou en ballot. Hein. Après, ça dépend des productions. Si on est sur de l'AOP, si on est sur de la production plutôt, on va dire, de plaine, les standards, par exemple, on va plutôt privilégier l'ensilage pour aller vite, hein, parce qu'il y a toujours une notion de temps de travail pour les éleveurs aujourd'hui. Donc, tout ça, c'est des choses qui vont s'adapter, mais la grande ligne conductrice, c'est ça. Après, dans certains autres cas de figure où on a quand même des conditions relativement correctes avec des terres un peu profondes, hein, on peut faire des cultures d'été, on peut privilégier le sorgho au maïs. C'est-à-dire que c'est un peu son cousin germain, mais c'est un cousin qui a un système racinaire qui est beaucoup plus puissant, et donc à même quantité d'eau l'été, en fait, on aura plus de chances de ramasser un sorgho en volume et en qualité au mois de septembre-octobre. Donc lui, c'est plutôt pour quelqu'un qui veut rester à peu près sur la même logique de système, il va plutôt aller mettre une partie en sorgho. Quelqu'un qui est plutôt capable de modifier plus sensiblement son système, on va plutôt aller sur des récoltes de printemps en dominance. Et dans les deux cas de figure, en fait, on est moins dépendant des moments où il n'y a pas d'eau ou peu d'eau. Voilà. Sauf si la météo s'inversait, mais a priori, elle n'a pas l'air décidée à vouloir s'inverser, donc la tendance va continuer. Et on a souvent entendu parler aussi de métail. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est, et puis quelle est la place de cette culture-là, sous quelle forme dans ce qu'on vient de dire là? Alors le métail, en fait, si on en parlait, moi avec mon grand-père, je me rappelle avoir parlé du métail un jour en rentrant de réunion technique où j'étais très content de moi et il m'a dit mais on connaissait ça, t'étais pas né quoi. Ok, donc c'est pas on n'a rien inventé. On n'a rien inventé. Globalement, on n'invente pas énormément de choses. Quand on regarde bien, on s'adapte. Le métail, en fait, on va avoir la logique de la multi-espèce. Quel est l'intérêt majeur de la multi-espèce? C'est un peu la logique qu'on avait tout à l'heure en prairie. C'est qu'en fait, forcément, si je multiplie les espèces que je vais semer, j'ai beaucoup plus de chances que ce que j'ai semé s'adapte. Et comme au moment où je sème, je ne sais pas comment va se passer la météo, qui est le fil conducteur quand même de l'agriculture, le mélange est toujours une solution plus sécure parce que tu sais que ça va s'adapter. Donc le métail, c'est des céréales, plusieurs, avoine, triticale, blé, voilà, donc une base de céréales, c'est plutôt ça qui va faire la masse, le volume. Et après, des protéagineux. Petits pois, vesses, févrole, c'était les 3 qu'on va utiliser, pas forcément toutes, hein, mais dans le puzzle, il y a ça. Et même sur un métail fourrage, donc on a 2 manières de récolter, du coup, ce mélange-là, soit on l'emmène jusqu'au grain et on récolte du grain, mais du grain qui a de la valeur en protéines par rapport à une céréale, soit je l'emmène en ensilage ou en enrubanage, donc je le récolte par exemple au mois de mai, et là je vais avoir un fourrage qui va être
dans la même famille que les ensilages d'herbe, mais qui auraient besoin de très peu d'azote, puisque le protéagineux, lui, il va fixer l'azote pour la céréale, donc on va avoir économisé de l'intrant azoté ou de la chimie. Et la deuxième chose, encore une fois, c'est ce côté très 4-4 qui fait que ça va s'adapter peut-être un peu plus qu'un monoplante, qu'un raiegras, par exemple. Un raiegras que j'aurais avoiné à l'azote pour faire de la protéine. Donc moi, ce que j'aime dans le métail, c'est vraiment ces deux éléments-là. Adaptation et ça va donner de l'autonomie et de la résilience au système. On va être aussi sur un fourrage qu'on va très peu avoir besoin de désherber, puisqu'il est très concurrentiel, beaucoup de graines, donc très dense, très concurrentiel, et qui est très peu attaqué par les champignons. Donc on va en général pas faire de fongies là-dessus, parce que le mélange fait que, même s'il y avait une petite attaque de champignons, ça ne va jamais se diffuser, puis ce n'est pas monoplante, donc ça ne va pas être un coup de feu comme on peut avoir dans un champ de févrole, par exemple. On va peut-être avoir quelques pieds ici et là qui vont être un peu maladifs, mais on n'a pas besoin de traiter la plupart du temps. Donc c'est quelque chose qui est moins d'intrants chimiques en azote, moins d'intrants chimiques on va dire en désherbage et en fongicide, et qui à la fin, globalement, va s'adapter à la météo. Voilà, c'est pas mal quand même. Donc c'est plutôt pas mal, ouais. Alors c'est marrant parce que tu vois, quand je t'écoute parler, je me dis, on part finalement de quelque chose de très simple au départ, c'est-à-dire les besoins de la vache, donc la physiologie de la vache. Et en partant de ça, en déroulant le fil de ce que tu nous expliques, on en arrive finalement donc à la ration évidemment, mais on en arrive à l'assolement, on en arrive à se poser la question finalement de la résilience par rapport au climat, par rapport donc à l'eau aussi au cycle de l'eau, par rapport, tu as cité aux besoins en azote, parce qu'à un moment donné, là maintenant ça va un peu mieux, mais quand même... On a eu des mauvais moments en termes d'achat. Voilà, les engrais azotés étaient très très chers, on ne s'est pas exclu que ça reparte comme ça. Donc du coup, on a finalement, en repartant du besoin de la vache, on réinterroge tout le système. Oui, on réécrit, alors moi je trouve de manière plus harmonieuse et plus intelligente, entre guillemets, au sens, voilà, on s'est creusé les ménages et on s'aperçoit qu'on revient sur des trucs très logiques et très cohérents avec le sol. Et en fait, à un moment donné, on réemboîte un système qui est beaucoup plus logique et vertueux pour moi sur une ferme, quoi. Et encore une fois, qui est pas... Je pense que si on présentait ça à des agriculteurs des années 40, avant l'explosion des rendements, de l'azote, etc., ils le comprendraient peut-être des fois mieux que certains jeunes d'aujourd'hui. Parce qu'on n'a rien inventé. On a juste remis du bon sens, pour moi. Alors, le bon sens paysan, c'est un truc qui était un peu vulgarisé, mais on remet du bon sens paysan. Et on repart des fondamentaux de la ferme. Tout à fait. Ce que j'avais remarqué aussi, mais je ne sais pas si tu l'as constaté ou si c'est juste moi qui ai vu ça une fois, mais j'ai l'impression qu'une prairie, en fait, même si on a une grosse sécheresse, juin, juillet, août... Qu'on a eu déjà. Où là, la prairie, les vaches marchent dedans, tu as l'impression... Je pense qu'elle est morte des fois. Voilà, tu as l'impression que ça fait de la poussière et que c'est assez incroyable. Et puis, la première quinzaine de septembre, on a 50 mm de pluie et ça repart. Et alors ça, je l'ai constaté, chez nous dans l'Ain, mais est-ce que toi, tu le constates ailleurs? Est-ce que j'ai l'impression que la prairie, en plus, c'est vraiment une culture résiliente par rapport aux problèmes qui s'annoncent? En fait, une prairie, déjà, encore une fois, les fondamentaux d'une prairie, c'est que c'est une multi-espèce, donc c'est-à-dire qu'elle n'a pas mis tous ses œufs dans le même panier. Alors, en plus, adaptée depuis des années, on va dire, à son milieu, et qu'elle a bonne idée de toujours avoir comme ambition de faire de la graine, quoi. Donc, en fait, une prairie, même quand on la voit effectivement en difficulté, elle a de toute façon, à un moment donné, fait de la graine si on l'a conduite intelligemment. Et donc, cette masse de graines qu'on va avoir dans le sol, en fait, ça fait qu'elle va être capable de repartir là où un maïs sans eau finirait par crever, voilà, ou je sais pas, moi même une févrole que tu ferais toute seule, si elle n'avait pas les conditions, la monoplante, elle peut pas s'adapter. La prairie, c'est la plante qui, surtout les prairies, on va dire longue durée ou prairies permanentes, qui a eu le plus d'années pour s'adapter à son milieu, et donc en fait, elle continue à s'adapter à son milieu. Ça veut dire que même avec le réchauffement climatique, comme on l'entend aujourd'hui, les éléments en tout cas qu'on a dans les mains aujourd'hui, moi je suis pas inquiet pour les prairies. Il faut être inquiet pour les monoplantes, pour tout ce qui a été mis en place pur et qui a été un peu élevé, on va dire, perfusé pour faire de la production. Parce que ça, effectivement, si à un moment donné, ça n'a pas toutes les conditions idéales, en fait, c'est en difficulté. La prairie, peut-être que la prairie, dans 10 ans, n'aura pas la même composition florale que la prairie qu'ont connue nos grands-parents. Ça sera adapté encore. Mais tu auras une prairie et tu auras de l'herbe. Et en fait, c'est sûrement une des valeurs sûres, on va dire, du réchauffement climatique, quoi. Ouais. Ok. Super. J'aimerais qu'on continue sur cette thématique de l'herbe, mais en l'abordant sous un autre angle. L'autre jour, je
regardais un podcast sur une chaîne, la chaîne de David Nicolas, qui s'appelle Limitless Podcast. Et il recevait Pierre Veille, qui est le fondateur, qui est scientifique, et le fondateur en fait du label Bleu Blanc Cœur. Ouais. Et donc c'est un podcast vraiment très très intéressant où donc Pierre Veille faisait le lien entre finalement le système de production et notamment des ruminants qui pâturent à l'herbe et la qualité de la viande et du coup la santé des humains. Donc en gros, ce qu'il expliquait, c'est que un ruminant qui est nourri à l'herbe, ses produits, c'est-à-dire la viande ou le lait, vont avoir un ratio oméga 3 sur oméga 6 qui est proche de la perfection par rapport à ce dont l'être humain a besoin, c'est-à-dire un ratio 1 sur 1, comme peuvent l'avoir les poissons gras, par exemple. Alors que, voilà, un animal qui sera engraissé exclusivement à la céréale, on se retrouve avec un ratio d'1 pour 10 ou d'1 pour 20, ce qui n'est pas l'idéal en termes de santé. Et du coup, je me disais, à l'heure où finalement la production animale est quand même un peu décriée dans notre société, pour plein de raisons, et d'ailleurs des fois, notamment sur la consommation d'eau, avec des calculs complètement alambiqués, bref, on ne va pas rentrer dans le détail. Là, on va faire un deuxième podcast. Ouais, c'est ça. Je me dis, est-ce que c'est pas... Je trouve que les éleveurs se sont pas emparés de ce sujet-là, de la santé, de faire le lien finalement. Ils sont pas juste là pour produire de la matière première. Sa matière première, elle alimente des humains et elle doit alimenter des humains pour que ces humains soient en bonne santé. Il faut qu'ils se rapproprient ce sujet-là. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, je vais discuter de ça avec toi. Alors, c'est vrai parce que déjà, pourquoi on pourrait arriver à cette conclusion-là, c'est que pour la plupart des denrées agricoles aujourd'hui, en fait, une fois qu'elles sortent de la ferme, c'est pas l'éleveur qui s'occupe de la commercialisation. Donc, en fait, j'ai envie de dire qu'une bonne partie de nos agriculteurs se sont contentés, et c'est pas péjoratif, mais se sont contentés d'être producteurs. D'accord ? Et donc, en fait, effectivement, ils n'ont jamais été valorisés sur le produit ou sur la manière de produire ce produit-là par la qualité nutritionnelle de ce qu'ils font. Clairement, on leur achète 1 kilo de viande ou 1 litre de lait avec un prix qui n'était pas en plus, qui n'est toujours pas merveilleux. Donc, en fait, ils sont sur de la gestion de coûts et de pas trop cher, et donc la composition de ce qui est vendu, en fait, c'est très peu analysé. Une carcasse de bovin aujourd'hui, on a une note d'état corporel, donc de gras brut, on va dire, point, poids et un poids en face. 1 litre de lait, en fait, il est vendu juste avec un peu la matière grasse et la protéine qu'il y a dedans, point. Et donc, ça, c'est la première raison. C'est-à-dire que ça n'a pas été une demande non plus ni de leur acheteur, et même, j'ai envie de dire, de la société de consommation, de nous consommateurs. Donc, moi, je ne leur reproche pas, simplement, effectivement, certains ont pris ce truc-là à bras-le-corps parce qu'ils se sont dit, en fait, quel pourrait être l'argument, par exemple, de l'agriculture française demain? Ça serait quand même de nourrir bien et mieux, parce qu'on est peut-être plus capable de faire ça que du pas cher, quand même, si on se met en concurrence avec au niveau mondial. Mercosur, par exemple. Donc, le Mercosur, il fait peur à tout le monde, mais si on est en train de vendre un produit de qualité où il y a vraiment un must, en fait, c'est pas le truc argentin ou mexicain, ou qu'est-ce qu'on a vu beaucoup les feedlots, par exemple, qu'on voit au Brésil. Oui, on doit être capable de se différencier en qualité de ça, de la même manière que le poulet de batterie et lavé à la javel, on ne sera jamais les plus compétitifs du monde là-dessus. Donc déjà, oui, voilà pourquoi. Donc, moi je n'excuse pas de ne pas s'en occuper, mais je comprends. Après, ce qui est une évidence, c'est que, encore une fois, si on revient à du bon sens paysan et qu'on se dit, en nourrissant, en fait, un animal aujourd'hui, c'est prouvé, démontré scientifiquement, quand je vais nourrir mon animal avec essentiellement de l'herbe et ou des légumineuses, globalement, ce qui va passer dans son sang, enfin dans sa digestion, dans son sang, ça c'est mon métier, et donc dans sa viande et dans son lait, en fait, va être impacté. C'est-à-dire qu'1 litre de lait, il ne sera pas nutritionnellement parlant le même si j'ai un système d'herbe en pâturage, par exemple. Donc on voit bien si vous avez vu du beurre de pâturage, c'est pas le même beurre, par exemple, qu'un beurre qu'on va faire l'hiver à l'ensilage de maïs. Il n'a pas la même couleur, il n'est pas pareil, il n'est pas tartinable pareil. Donc on voit bien l'impact qui est important sur la qualité. Et entre autres sur les matières grasses. Un des trucs qui est vraiment bien démontré aujourd'hui, c'est ces fameux oméga 3, oméga 6. En fait, en vrai, dans la nature, c'est plutôt bien fait. Donc ça nourrit plutôt bien la vache, ou le mouton, ou la chèvre. Et ce faisant,
ce qui passe dans son lait qui n'était pas forcément destiné à l'humain, mais à son petit veau ou à son petit chevreau, ben, en fait, c'est meilleur, quoi. C'est mieux composé, c'est mieux fait. Et donc, en fait, quand on remet des systèmes avec des produits, on va dire des fourrages plus naturels ou en tout cas plus normaux pour une vache, hein, une vache, ça ne va pas se jeter dans un champ de maïs normalement, et ben, en fait, la composition de son produit va s'en trouver modifiée d'un point de vue nutritionnel, et c'est favorable également à l'humain. Donc, entre autres sur les matières grasses. Mais je pense que ce serait même vrai sur le lactose, les allergies qu'ont certains humains au lactose. On a des choses, moi, que j'ai vues, par exemple, avec des systèmes séchés en grange au lieu d'être à l'ensilage, où on s'aperçoit que les humains le digèrent mieux derrière, quoi. Donc, ça veut dire qu'on a bien modifié la composition vraiment fine, nutritionnelle fine, en fait, du produit, et on l'emmène sur des standards qui conviennent mieux à l'être humain derrière, quoi. Après, c'est pas un mouvement de fond pour l'instant parce que, encore une fois, ils sont pas rémunérés là-dessus et qu'en fait, en tant que chef d'entreprise, souvent, basiquement, tu vas t'adapter à la rémunération qu'on va donner sur ton produit, quoi. Donc, on a des éleveurs en vente directe qui bossent super bien là-dessus parce qu'ils ont le lien pour expliquer à leurs consommateurs et donc ils sont convaincus et convaincants. Les gros industriels, en fait, pour l'instant, en masse, c'est pas ce qu'ils ont décidé de faire parce que si tu demandes ça, donc des choses quali à ton producteur, il faut que tu le payes un peu mieux si tu veux qu'il fasse ça. Et ils ne sont pas trop décidés pour l'instant à payer mieux. Donc en masse, c'est encore, on va dire, peu fait finement, mais ce n'est pas compliqué techniquement à améliorer, quoi. Ouais, tout à fait. Le David Nicolas, là, je n'ai pas d'action chez lui, mais je trouve ce qu'il fait vraiment pertinent. Donc il a créé une marque de viande qui s'appelle Féroce. Il bosse avec des éleveurs qui sont en l'herbe. Et alors, ce qu'il a fait d'original, c'est qu'il fait un profil d'acide gras complet sur toutes les bêtes abattues. Donc, quand tu achètes la viande là-bas, en fait, tu as la présentation de l'éleveur, la fiche technique, j'allais dire, et tu as toutes ces compositions. Donc, en fait, on est à la fois sur des moyens, et à la fois sur du résultat. Ça, je trouve ça intéressant. Mais comme tu dis, il faut l'agriculteur, il s'adaptera. C'est-à-dire que si le consommateur, il a compris que c'était important pour sa santé, il va être demandeur, toutes les filières vont s'aligner. On pourrait penser ça, on pourrait le souhaiter en tout cas. Et à ce moment-là, il s'adaptera. Mais ça commence et ça finit par le consommateur. C'est-à-dire que l'arbitre, c'est le panier de la ménagère, comme on disait dans le temps, l'arbitre, c'est la carte bleue, quoi. Et moi, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire que, alors, je crois déjà à l'intelligence des gens, même si tous ne font pas la preuve tous les jours, des fois, dans leur manière de consommer, mais je crois à l'intelligence des gens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que si on explique régulièrement, y compris à des enfants, qu'on fait goûter, qu'on leur explique pourquoi pour leur santé c'est le meilleur médicament, la nourriture, hein, je ne sais plus qui avait dit ça, mais c'était vrai, ça commence et ça finit comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut un travail de fond et de fourmi sur ton consommateur, y compris le petit, pour qu'il apprenne à manger plutôt mieux et qu'il soit capable aussi, lui, quand il aura une carte bleue dans les mains, d'arbitrer entre son compte Netflix, son nouvel iPhone, désolé pour les pubs, et ce que je vais mettre sur mon steak haché parce que, ou sur mes légumes que j'ai achetés. Donc en fait, je ne suis pas pessimiste là-dessus. Encore une fois, je pense que ça passe par la formation et l'éducation. De toute façon, c'est le début et la fin du truc. Et c'est bien qu'il y ait des éleveurs qui aient démarré parce que finalement, peut-être qu'il faudra plutôt plein de petites fourmis que des grands groupes, ça sera peut-être plus efficace à un moment. Ça démarre toujours comme ça. Et que ça donnera l'idée, parce qu'un jour, le grand groupe se dira « ouais, mais je peux gagner de l'argent en plus là-dessus, donc je vais faire ça. » Voilà. Et tant mieux si ça arrive à un truc vertueux à la fin et qu'ils y gagnent de l'argent. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais il faudra ça à un moment donné. Mais c'est souvent des exemples à petite échelle. Après, Bleu Blanc Cœur, c'est déjà une échelle, on va dire, plutôt nationale, internationale, quoi, et ils ont fait des choses quand même. Et effectivement, il faut arriver à se dire qu'à un moment donné, si tu veux que tes agriculteurs ils te fassent du bon, voire du très très bon, en fait, tu es partie prenante de l'équation en tant que consommateur, parce que si tu les rémunères bien pour faire ça, ils vont le faire, quoi. Ils seront les premiers contents à faire encore meilleur, quoi. Enfin, moi, je reste convaincu de ça. Super, on arrive à la fin de ce podcast. Sur la conclusion, vendredi dernier, on était en tournage avec toi. Sur une nouvelle formation. Est-ce que tu peux nous mettre l'eau à la bouche et nous en dire plus? Qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors, ça fait partie de tout mon fil, là, de toute mon équation, où j'essaye de rendre les gens de plus en plus indépendants. Et donc, en fait,
au fur et à mesure qu'on avance là-dessus ensemble, je me rends compte qu'il manque une pièce dans le puzzle et que si on ne l'a pas, ça va coincer un petit peu pour qu'il soit complètement indépendant. Donc là, la pièce, c'était en fait de se dire, une fois que j'ai fait toutes mes récoltes de l'année, alors souvent c'est à l'automne qu'on a à peu près fini les récoltes pour travailler, il faut que je sois capable de mesurer finement ce que j'ai, donc on appelle ça un bilan fourrager. Donc là, l'idée, ça a été de faire un enregistrement pour leur apprendre à faire leur bilan fourrager eux-mêmes, sans nutritionniste, sans technicien d'aliments. Et donc, on a été mesurer les silos, se rendre compte, quand on a mesuré les mètres cubes d'un silo, de ce que ça peut faire comme quantité de matière sèche à utiliser, enfin, pouvoir répartir ça après dans les rations, puisqu'ils ont potentiellement appris à les faire. Et donc là, en 1 heure, 1 heure et demie, je pense environ, on verra une fois monté, mais on aura une formation pour qu'un éleveur, il sort dans sa cour l'heure d'après, et il est capable de savoir exactement, par chaque type de ces animaux, chaque exigence, on va dire technique, mes génisses, mes grandes vaches, etc., de savoir si j'ai assez de fourrage, quel fourrage je vais mettre à quel endroit, et de gérer ça en totale autonomie, sans avoir besoin de passer par un intervenant. Super, très bientôt sur AgriLearn. Je te remercie Yann. Avec grand plaisir. Merci Laurent.